Bonsoir à tous, bienvenue à Buenos Aires Calcio. Merci d'être là, salut au JCRM. Je suis pressé, oui, non, je suis pas pressé, mais comme ça appelle les gens, donc voilà. Écoutez, je suis content de faire cette émission avec vous ce soir, parce qu'on va pouvoir débriefer et voir un petit peu le dernier champion des 4 grands championnats et de la Ligue 1. Donc on va commencer par ça d'ailleurs, hein. Ce soir j'ai intitulé le premier point et à la fin c'est City, 3 petits points. donc voilà. Ensuite on va aller voir en Allemagne la saison incroyable du Bayern, invincible. Voilà, c'est la première fois de l'histoire en Allemagne, donc c'est vraiment important. Et enfin, j'ai le troisième point, c'est clap de fin pour les saisons qui se sont terminées, et puis voir un petit peu quels sont les bilans, parce qu'il y a quand même eu des sacrés retournements de situation dans certains cas. Donc voilà, plutôt intéressant. Oui, donc effectivement, on va peut-être commencer par City et Arsenal. Franchement, Arsenal a fait mieux que juste, on va dire, juste résister, ou en tous les cas a fait mieux que l'année dernière, déjà, tout simplement. Je trouve qu'ils ont été beaucoup plus consistants. Ils ont eu juste un tout petit trou, et malheureusement contre ce City, juste un petit trou ça suffit en fait. Donc voilà, ils n'ont pas eu un trou qui était incroyable. Toutes les équipes ont ce genre de moment dans la saison, excepté le Bayer Leverkusen ou je sais pas, une équipe comme le Napoli l'année dernière. Mais donc ça veut dire des équipes qui outrageusement dominent leur championnat. Ça n'était pas le cas d'Arsenal. Arsenal cette année a été une superbe équipe régulière. Mais ils ont eu un tout petit trou, mais c'est pas une question d'expérience, etc. Quoique, il se trouve que c'était aussi un peu concomitant avec la Ligue des Champions, leur petit trou. Donc, le fait qu'ils doivent appréhender la Ligue des Champions en même temps que jouer le titre, ça leur a été peut-être un petit peu préjudiciable. Je pense qu'ils ont encore appris cette année, donc plutôt cool. Probablement que l'année prochaine, ils vont revenir plus forts s'ils font pas n'importe quoi dans les recrutements et qu'ils continuent comme ça. Franchement, là, cette équipe commence à devenir vraiment une équipe sérieuse. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une équipe vraiment... une saison plutôt positive pour Arsenal. Je vais faire un petit tour dans les commentaires. Le Multiplex Ligue 1 hier soir, banger, j'ai adoré, c'était incroyable. Trop déçu pour mon petit club de Luton. Ils ont fait une très belle saison de PL. Le maintien était pas loin, dommage pour eux. Oui, effectivement, le maintien était pas loin, mais bon, après Luton, honnêtement, c'est pas un club qui est destiné à tous les niveaux, hein, la taille du stade, la taille économique du club, etc. À être en première ligue, c'était une très belle histoire. Voilà. C'est très bien que ça s'arrête. Je pense que Championship ou même la Ligue 1, je crois, la 3e division, pourrait être plus... Voilà, c'est la bonne taille pour un club comme Luton. Et c'est très bien, hein, parce que, attention, la Championship, il y a énormément de concurrence, il y a beaucoup d'argent aussi. Donc non, je pense que c'est bien. Et peut-être que si Luton revient, se structure, refait un stade, etc., peut-être que la prochaine fois ils seront à la bonne taille pour la première ligue. Là cette année, c'était quand même un peu une anomalie d'avoir Luton en première ligue. Mais bon, voilà, c'était sympa. Le stade avec les pylônes là, moi il m'a fait marrer, c'était drôle. Donc voilà, stade où tu rentres carrément par un bar. C'est n'importe quoi, mais bon. Voilà, c'était cool, c'était sympa de les voir. Je trouve que c'est normal qu'ils redescendent et c'est pas grave, ils reviendront un peu plus fort peut-être la prochaine fois. Donc voilà. Oui, donc Arsenal a fait plutôt, moi je trouve, une saison vraiment positive, mieux que l'année dernière. Donc voilà, ils sont arrivés vraiment, ils étaient à la lutte là cette fois-ci jusqu'à la dernière journée. Donc plutôt bien comparé à l'année dernière où ils se sont effondrés 7-8 journées avant la fin, où là vraiment ils ont complètement lâché psychologiquement, ils ont explosé. Là ils ont rien lâché, ils auraient pu gagner à un moment donné quand il y a l'égalisation de Kudus, etc. Tu te dis, pas l'égalisation, pardon, le 2-1. Tu te dis que ça peut peut-être tourner. Et puis, bon, en plus, d'ailleurs, superbe but de Kudus. Hein, je sais pas si vous l'avez vu, le retourné acrobatique incroyable, un ciseau. Mais à part ça,
Bon, bah, finalement, West Ham fait une très mauvaise fin de saison et n'a pas pu résister contre Manchester City, qui va chercher son 3e titre d'affilée, chose qui n'est pas arrivée depuis Manchester United, hein, de Ferguson. Donc ça faisait très longtemps, c'est dans les début des années 2000. Donc voilà. Pour moi, il manque un vrai neuf à Arsenal, sinon le reste c'est bon. Oui, c'est vrai. L'effectif, l'apport, et je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence cette année, de Declan Rice au milieu du terrain, a été, on pensait, bon ok, ils perdent Xhaka, etc. Declan Rice, en fait, il les a fait passer dans une autre dimension. Donc voilà. Et là, effectivement, un vrai numéro 9. En plus, bon, Gabriel Jesus a été blessé longtemps. Kai Havertz a eu du mal à trouver sa place. Et finalement, faux numéro 9, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il manque un peu d'un vrai point de référence en attaque. Je suis d'accord avec toi au JCRM. Ce sera peut-être le prochain investissement l'année prochaine. Et cette équipe-là, peut-être, pourra effectivement rivaliser avec Manchester City. J'ai pas l'impression que Gabriel Jesus reste, hein, de toute façon. Enfin, à mon avis, il va être transféré. Donc voilà. Moi, par exemple, Gabriel Jesus, très clairement, on en parlait, je crois, mais moi, je le prends à Milan quand il veut. Hein. C'est typiquement le genre de joueur qui manque à l'équipe du Milan à l'heure actuelle. Donc voilà. J'ai vu que Zirkzee les intéressait. Bon, qui n'est pas intéressé par Zirkzee aussi? Oui, en ce moment, c'est un peu la mode. Puis les journalistes, là, ça y est, ils commencent à écrire n'importe quoi pour vendre du papier. Donc, il n'y a pas vraiment de... Souvent, il n'y a pas vraiment de bien fondé, même dans les coachs, là. Je sais plus qui c'est qui disait. C'était pas Romano, mais c'était un autre journaliste italien qui disait, mais en fait, pour être honnête, je peux vous dire que personne ne sait qui sera le futur coach du Milan. Il n'y a aucune piste. On discute pour rien dire. Donc voilà, en fait, et pourtant, ça fait 3 semaines qu'ils écrivent sur le nouveau coach du Milan. Zirkzee, il va partout. Je ne sais pas où il va aller, mais le jour où il va signer, il y aura peut-être un journaliste qui leur a cité ce club-là parce que il cite tout le monde. Donc voilà, quoi. Mais ouais. En tous les cas, effectivement, Arsenal, un vrai numéro 9, ça pourrait vraiment leur faire du bien. Et puis peut-être un petit peu de banc, parce que c'est un petit peu léger, le banc pour faire la Ligue des Champions et le championnat. Je pense qu'il leur faut encore un petit peu d'épaisseur en termes de qualité. Hein. Parce qu'ils ont, ils ont un nombre de joueurs suffisant, mais ils ont des joueurs qui ne jouent pas, quoi. El Neni, par exemple, il est encore dans l'effectif. Le mec ne joue jamais. Et il n'a pas du tout le niveau de l'équipe d'Arsenal. Donc voilà. À l'OM, les médias nous annoncent Palladino, De Zerbi, Italiano, bientôt Joric à Marseille, mort de rire. Peut-être Joric, hein. Rigole pas parce que Joric, bon déjà il fait une super saison avec le Torino et en plus Joric c'est bien le style de coach que l'OM pourrait apprécier et qui pourrait supporter la pression et puis que Longoria aimerait bien, je pense. Donc voilà. Tous les coachs de Serie A plus des Zerbi, oui, effectivement. En gros, oui, à Milan, hein, c'est Motta, De Zerbi, Fonseca, Conceição. Nous, c'est moitié italien, moitié portugais. C'est un peu ça le thème en ce moment. Donc voilà. Donc on sait pas du tout. Là, ils disent qu'il y a eu des contacts avec De Zerbi depuis hier ou avant-hier. Bref, on verra. Donc voilà. Et la Juve, ça se dit que De Zerbi aussi bientôt finit Motta. Ouais, mais c'est pour ça, vraiment, ils savent pas, parce que honnêtement, je vois mal De Zerbi aller à la Juve, parce que vraiment, j'ai pas l'impression que la Juve soit le club qui soit capable de tolérer l'absence de rigueur du jeu de De Zerbi, parce que le jeu de De Zerbi c'est vraiment complètement ouvert, super déstructuré, voilà, c'est très dans le déséquilibre. Alors là, il aura des meilleurs joueurs qu'à Brighton ou qu'à Sassuolo ou qu'au Shakhtar, donc peut-être que ça ira mieux, mais déjà il n'a pas les milieux de terrain qu'il faut, hein, parce que à la Juve il y a que des milieux de terrain un peu besogneux, donc je sais pas. C'est ouais.
moi, je pense que Mota serait plus adapté à la Juve, mais j'aimerais beaucoup que Mota signe au Milan. Si c'est des Zerbi, c'est cool. Enfin, oui, on va bien s'amuser, mais je vais vous dire, il y a des moments où on va manger notre serviette, hein, ça c'est sûr et certain. Donc, je sais pas, je suis pas super fan de De Zerbi. Moi, je suis plutôt soit Conceição, soit Mota. Perso, ce seraient les deux choix que j'aimerais. À la Juve, je pense que Mota serait le meilleur choix. Voilà, après, il faut vraiment que la Juve décide de laisser du temps à Mota pour travailler. Voilà, parce que ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts, mais bon. Voilà, en tous les cas, voilà, City a fait une saison, là ils peuvent faire le doublé la semaine prochaine. Samedi prochain, il y a la finale contre Manchester, donc c'est quand même pas anodin. Ils peuvent gagner le doublé, donc ce serait quand même une bonne saison. Tu gagnes le doublé, tu fais demi-finale de Ligue des Champions, bon, c'est quand même une sacrée saison. Donc voilà, après, oui, ils sont peut-être probablement déçus parce que gagner la Ligue des Champions, c'est quand même le Graal. Faire un doublé, ça serait... il rentrerait dans vraiment le Gotha européen. Mais ouais, c'est pas comme ça que ça se passe. La Ligue des Champions, elle est compliquée à gagner. Et puis quand tu es dans le tableau du Real, voilà, tu sais jamais trop comment ça va se terminer. Donc ouais, City, c'était pas mal. Aston Villa qui termine, si on doit faire un peu le bilan de la Première Ligue, Aston Villa qui termine en roue libre. Bon, là, ils ont encore pris 4-0 ce week-end. C'est... Bon, voilà, ils sont 4e, ils sont en Ligue des Champions l'année prochaine. On va dire que la mission est réussie. Mais alors, c'était quand même compliqué sur la fin. Donc voilà. Chelsea qui termine 6e et qui arrive à être européen, franchement, c'est quand même un miracle, franchement. Mais bon, ils sont là. Tottenham 5e, malheureusement au pied de la Ligue des Champions. Et puis Manchester United 8e, ça craint vraiment. donc voilà, après bon, les relégués, Burnley, Sheffield, Luton, bon, il y a pas scandale, mais en revanche, il me semble que c'est une des premières fois où les 3 relégués sont les 3 qui étaient montés la journée d'avant, enfin l'année d'avant. Donc ouais. On verra. Mais on verra quels seront les 3 prochains. J'ai pas regardé en Championship qui remonte, mais j'espère qu'ils n'auront pas le même destin donc que cette année. Ouais, Manchester, c'est Pochettino, je l'ai beaucoup critiqué en fait. Quel boulot de dingue il a fait. Ça commence à prendre gentiment quoi, mais il partait tellement loin. J'espère. On en parlait. C'était la semaine dernière, je crois. Mais il faut lui laisser un peu de temps et surtout assainir le vestiaire. Enfin, assainir. C'est-à-dire vider le vestiaire en fait, tout simplement. Et puis voilà, qu'il fasse le choix qu'il veut avec les hommes qu'il veut. Et puis après, là, tu pourras le juger sur une saison entière. Mais finalement, il a réussi à s'accrocher quoi. Leicester et Ipswich pour le moment sont les 2 clubs qui manquent. Oui, bon, on en avait parlé la semaine dernière. Effectivement. Mais oui, je suis fatigué. Et probablement l'autre, il va y avoir un barrage. Donc voilà. Bref. Ouais. Et à la fin, ah oui, mais non, mais c'est surtout qu'en Championship, il y a 43 journées. Donc ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini. Voilà, en tous les cas pour l'Angleterre, ça s'est terminé comme ça. C'était, voilà, dernière journée, c'est quand même cool d'avoir un champion qui se joue à la dernière journée. Il y a eu aussi la dernière de Klopp, il faut le dire. Bon, ils ont gagné 2-0, match solide. Voilà, écoute, c'est comme ça, Klopp c'est fini. Maintenant, comment il s'appelle le coach danois là? On va voir ce qu'il va faire parce qu'il y a du boulot derrière, il y a énormément de travail parce que le club est structuré à l'image de Klopp maintenant. Donc voilà, donc on va voir un petit peu comment est-ce que ce coach arrivera à s'intégrer et qu'est-ce qu'il arrivera à changer parce qu'il y a des choses à changer dans ce Liverpool. Il est vraiment en fin de course. Donc j'espère aussi que le board, que la direction sportive va l'aider, ce coach, à renouveler vraiment beaucoup l'effectif parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au bout du rouleau. Les 2 latéraux sont, franchement, c'est bien que s'ils partent, Alexander Arnold et Robertson. Les défenseurs centraux, Konaté, il est blessé tout le temps, donc je sais pas quoi faire, mais il va bien falloir faire quelque chose.
Van Dijk, c'est quand même pas non plus la splendeur, mais bon, tu peux le garder, tu peux voilà. Alisson, blessé très souvent aussi, et puis plus du tout le gardien ultra décisif qu'on a vu. Donc voilà, on attaque des joueurs un peu sympathiques, mais rien de ouf. Salah, c'est fin de l'histoire quand même aussi, c'est pareil, il faut vraiment le dégager. Au milieu de terrain, McAllister, Szoboszlai, ça peut faire quelque chose. Il faut leur donner un petit peu de temps. Donc voilà, mais je trouve que c'est le chantier, c'est l'attaque, les deux latéraux, le goal, un défenseur central fiable en plus de Van Dijk, parce que c'est compliqué, Konato il est tout le temps blessé. Donc voilà quoi. Et le milieu de terrain encore ça va si tu leur laisses du temps, McAllister, Szoboszlai et puis l'autre c'est bref. Et oui, et comme tu dis au JCRM, Darwin Nunez, seul joueur qui n'applaudit pas lors de la haie d'honneur pour Klopp. Ouais. Après bon, il peut peut-être être la tête dans les étoiles, mais bon, je pense que tu vois, ta ligne d'attaque c'est quand même Gakpo, Diogo Jota qui est blessé tout le temps. Luis, oui, qui est fort, mais pareil, toujours sur courant alternatif. Darwin Nunez, qui est tout ou rien et très souvent rien. Et puis à droite, Mohamed Salah, et c'est vraiment la fin, moi je trouve. Donc tu as tout à refaire, ou en tous les cas, tu peux en garder un ou deux de cette ligne d'attaque. Mais à côté, il faut des joueurs confirmés, quoi. Il faut des joueurs, voilà, qui envoient du bois, quoi. Tu vois, un Bruce Bowen, par exemple, de West Ham, moi je le prends 1000 fois à la place d'un des ozos, je sais pas, Gakpo ou Jota ou un truc comme ça, tu les revends, ou même bon alors c'est un numéro 9, mais même Darwin Nunez, hein, je préfère un gars comme ça. Hein. Léao et Liverpool, non, je crois qu'il reste à Milan, hein, je crois qu'il l'a annoncé, il sera là l'année prochaine, il n'y a pas de... Oui, ça pourrait leur faire du bien, mais ils ont Luis sur le côté gauche, tu vois, qui fait pas... Alors c'est pas Léao, mais carrément c'est pas Léao du tout. Mais et Léao, je suis pas sûr qu'il soit adapté à... Je sais pas, au gegenpressing, tout ça. Mais bon, après, on va voir avec le nouveau coach, hein, parce que finalement, en fait, ils joueront peut-être complètement différemment, même si son Copenhague est une équipe très agressive. Donc voilà. Nkunku à droite. Ouais. Et au goal, Jésus. Ouais. Pourquoi pas? Ça pourrait être bien. Ouais, ça pourrait être bien. Hein. Est-ce qu'ils auront l'argent? Est-ce qu'ils ont envie de redémarrer sur un truc? J'espère. Parce que s'ils lui donnent exactement le même effectif, je te dis, ça va pas faire grand-chose. Hein. Parce que là, cette année, ils étaient en surchauffe, ils ont terminé 3e. L'année prochaine, à mon avis, ça va pas être la même histoire. Une attaque Léao, Jesus et Nkunku, pas mal. Oui, c'est clair. Ah bah, c'est sûr. Si Jesus se blesse pas, si Nkunku se blesse pas, donc voilà, mais c'est clair que c'est des bons joueurs. Ça, y a pas photo. C'est clair. Oui, donc voilà un petit peu pour le championnat d'Angleterre. On va passer gentiment au championnat d'Allemagne et féliciter, célébrer même la saison invaincue du Bayer Leverkusen qui n'a jamais été fait en Bundesliga. Donc chapeau, vraiment, félicitations. Et effectivement, ils sont à 1 point du record de points marqués en Bundesliga à 18 équipes. Hein. Donc faut remettre aussi, hein, il y a quand même 4 journées qui sont en moins quand tu joues à 20. Ils sont à 90 points. Le record, c'est 91 points de l'équipe de Jupp Heynckes en 2013. Cette équipe qui avait absolument tout gagné. Donc, effectivement, très très grosse performance du Bayern. Voilà, ils ont raté pour 1 point le record de points. Je pense que c'était plus important de terminer invaincu, parce que ça, c'était un truc qui avait jamais été fait. Un record de points, ça se battra tôt ou tard. Voilà. En revanche, que être invaincu sur tout un championnat en Bundesliga, ça, je suis pas sûr que ça soit refait tout de suite. On prend en Italie par exemple le Milan de Capello qui a pas perdu pendant 2 ans et demi en championnat. Ça a jamais été refait et probablement ça ne sera jamais refait du tout. Donc voilà, ça c'est vraiment des records quand t'enchaînes comme ça, voilà quoi. Tu peux pas tester quoi. Pareil en première ligue, hein, les Invincibles d'Arsenal qu'on fait une année entière.
bah, ça n'a jamais été refait, et même Manchester City, qui est quasi invincible, il n'y arrive pas, quoi, il galère. Donc non, franchement, c'est un très 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 beau record. Le Bayern termine très très mal encore cette Bundesliga, vraiment la fin de règne de Tuchel est vraiment amère, très 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 amère. Donc ouais, c'est compliqué. Et puis Stuttgart, la bonne surprise, vraiment Stuttgart, Leipzig, tout ça, c'est vraiment sympa d'avoir ces équipes-là l'année prochaine en Bundesliga, en Ligue des Champions. Donc voilà, non, c'est un beau champion, le Bayern. Bayern, pas un beau dauphin, mais bon, voilà, il en faut un. Stuttgart, RB Leipzig, Borussia Dortmund. C'est pas mal, c'est 5 très belles équipes qui seront en Ligue des Champions la saison prochaine. Et puis bah, pour le Borussia Dortmund, la semaine prochaine, enfin le 1er juin, samedi 1er juin, la finale de Ligue des Champions. Le dernier match de Marco Reus a été très émouvant, je trouve. Sa sortie a été très très belle. Franchement, c'est magnifique. Aide d'honneur de ses coéquipiers, le stade qui est à l'unisson pour célébrer son dernier match au Westfalenstadion. Donc ouais, non, franchement, super joueur, hein, super carrière. Et j'espère sincèrement qu'il va gagner une Ligue des Champions le 1er juin. Ce serait vraiment la cerise sur le gâteau de sa carrière au Borussia. Il a eu l'opportunité en 2013. Il a jamais eu de chance avec la sélection. Il se fait les ligaments croisés en 2014. Enfin bref, franchement, lui, c'est pareil, c'est un espèce de chat noir et ce serait bien que ça s'arrête. Voilà, qu'il gagne un gros titre avec le Borussia, il mérite, je trouve, c'est un mec bien. Comment il s'appelle, Marco Reus. Donc voilà. Donc non, c'était sympa. Ouais, non, honnêtement, super championnat de Bundesliga. 5 très très belles équipes en Ligue des Champions l'année prochaine. Et puis ben, un champion absolument hors norme, quoi. Invaincu, bravo, félicitations. Et là, en 6 jours, mercredi, il joue la finale de l'Europa League, donc voilà, contre l'Atalanta Bergame. Et le samedi, je crois, ou le dimanche, il joue la finale de coupe. Donc en gros, la semaine prochaine va déterminer si le Bayer Leverkusen fait un triplé et termine invaincu toute sa saison, ce qui serait complètement lunaire, franchement, alors là, chapeau, quoi. Ou alors, si malheureusement ça s'arrête au championnat, ce qui serait déjà extraordinaire, mais voilà, c'est-à-dire qu'il ne termine pas invaincu complètement sur une saison, ce qui, ça, serait un record unique, vraiment unique, s'ils perdent jamais aucun match, ni en Coupe d'Europe, ni en Coupe, ni nulle part. Là, ce serait un record absolument stratosphérique que, bah, par exemple, le Milan de Capello n'a pas fait, hein, alors qu'ils n'ont pas perdu en championnat pendant 2 ans et demi. Ils avaient perdu en Coupe d'Europe, ils avaient perdu en Coupe et tout, donc ils avaient perdu des matchs. Là, le Bayern peut tout à fait être invaincu. Donc voilà. Petite rectification, mais le dauphin du... Ah bah oui, finalement, effectivement, c'est Stuttgart, vu que le Bayern a perdu. Tout à fait, t'as tout à fait raison, au JCRM. Effectivement, t'as raison. Stuttgart, dauphin, en plus, un très très beau dauphin, hein, franchement, une super équipe, voilà, menée par un Hoeneß, qui va peut-être terminer au Bayern un jour ou l'autre, hein, parce que c'est le neveu, je crois, de Uli Hoeneß. Donc voilà, et c'est le père de l'autre joueur qui s'appelle Hoeneß et enfin c'est Sébastien Hoeneß, donc qui était aussi un très grand joueur allemand des années 60, 70, 80. Donc voilà, donc c'est ouais, avec beaucoup de joueurs allemands, un attaquant absolument hors norme, Guirassy, que on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là, hein, mais bon, voilà, qu'il le fait. Est-ce qu'il va refaire une saison comme ça? On verra bien. Donc ouais, non, franchement, un très très beau dauphin, et puis le Bayern qui boit le calice jusqu'à la lie, qui perdent leur 2e place. Ouais, non... L'Union Berlin aussi, le multiplex en Allemagne était assez spectaculaire. Alors j'ai pas pu tout voir,
Mais l'Union Berlin qui se sauve vraiment, c'est tiré par les cheveux, hein, parce que c'est juste au goal average, goal average, pardon. Donc ouais, c'est très compliqué. Hein. C'était très compliqué pour l'Union Berlin cette saison, alors que ils avaient fait la Ligue des Champions quand même. Hein. Comme quoi, c'est très compliqué. Ça peut aussi nous laisser entrevoir ce qu'un club qui n'est pas dimensionné pour la Ligue des Champions peut faire. Comme saison après. Alors Lens a réussi à s'en sortir comment dirais-je, en s'accrochant aux branches. Est-ce que Brest va réussir à s'en sortir? Est-ce que Bologne va réussir à s'en sortir? Est-ce que Gérone va réussir à s'en sortir? Tout à fait, tu as tout à fait raison, au JCRM, c'est de ça dont je parlais. Brest, Gérone, Bologne, on verra, mais c'est complexe hein, pour ce type de jeu de club qui se retrouve dans la grande Ligue des Champions. En plus, il y a plus de matchs qu'avant. Ils ont que 4 matchs à la maison. C'est des matchs en one shot contre des très grosses équipes, hein, parce que comme ces petites équipes sont chapeau 4 forcément. Elles vont prendre que des grosses équipes et ils ont 8 matchs. Maintenant, ça va jusqu'au mois de janvier, les phases de poule. Donc, avant, ça s'arrêtait au mois de novembre, enfin début décembre. Le dernier match, généralement, était vers le 5 décembre, 3 décembre, 6 décembre. Mais effectivement, c'est très compliqué. Et comme je l'ai déjà dit 2 fois, 2 journées de Ligue des Champions. Donc, championnat, Ligue des Champions, championnat, Ligue des Champions. Absolument. Ouais. Non, franchement, ça va être complexe parce que ces clubs-là peuvent pas avoir un effectif qui est XXL, ce qui fait que ça va être compliqué pour eux de pouvoir faire ça. Bon, après Brest, là, eux, ils ont la place un peu relou parce que ils vont, si je ne m'abuse, ils vont jouer les barrages Brest. Donc franchement, mieux vaut vraiment y aller en se disant je vais jouer la Ligue Europa plutôt que de se dire je vais jouer la Ligue des Champions. Je pense d'ailleurs que très honnêtement non, c'est Lille. Non, c'est ça. Alors ils sont 3e du championnat en championnat de France. Le premier et le deuxième sont qualifiés. Et le 3e, maintenant, c'est le 4e qui va jouer le tour. Ouais, c'est ça. Hein. Tu t'arrêtes si je me trompe, mais c'est Lille qui fera les barrages de Ligue des Champions. Ouais, c'est bien ça. Et oui, finalement, ça s'est décidé à la dernière journée. Mais oui, effectivement. Donc c'est déjà pas mal. C'est Ligue des Champions direct. Tu sais à peu près combien tu vas gagner, même si tu pars du principe que tu vas perdre tous tes matchs. Bon, il y a peut-être, tu vas quand même gagner de l'argent. 2 fois de suite, Lille qui se loupe à la dernière journée. Ouais. J'espère que Lille va réussir à se qualifier, mais les barrages de Ligue des Champions en France, c'est très souvent compliqué. Hein. Là, on l'a vu l'année dernière avec Marseille. Avant, il y a eu quand même 2 fois Monaco, etc. C'est très complexe en France hein, de passer des clubs à leur portée, hein, pourtant, enfin, à leur portée. Panathinaikos, des trucs comme ça, des clubs qui sont pas fantastiques, et ça passe pas quoi. Donc on verra. Mbappé va leur faire du bien à Lille, c'est-à-dire, là je suis pas sûr d'avoir compris. Je suis pas sûr d'avoir, mais si tu veux m'expliquer avec plaisir. Ouais, en tous les cas voilà, c'était complexe. Pour Lille la dernière journée, ils vont prendre le frère. Ah, je savais pas qu'il prenait le frère Ethan Mbappé. C'est bien, il va jouer. Il est pas foufou, mais bon, écoute, en tous les cas, il aura des chances de jouer à Lille. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est bien. Bref, voilà, on va en tous les cas, Bayern Munich, Bayer Leverkusen, invincible, voilà, félicitations, bravo, extraordinaire, vraiment extraordinaire. Ça parle de Genesio pour remplacer Fonseca. Ok, pourquoi pas, c'est pas un mauvais coach, hein, Genesio, c'est pas foufou, mais c'est pas un mauvais coach. Et il a de l'expérience en Ligue des Champions, donc ça peut être intéressant. Et Fonseca, on verra, peut-être qu'il sera en rouge et noir. Pardon, je suis désolé. Excusez-moi. Donc oui, ouais, voilà, bon. La Bundesliga était une superbe ligue cette année, puisqu'on a été tenu en haleine par
par le record incroyable du Bayern. Donc franchement, c'était très sympa à suivre et ils ont été aussi très performants en Europe. Donc franchement, très bien. Clap de fin pour les autres championnats un petit peu partout. Alors bon, en Espagne, il y a eu, c'est assez, voilà, le Real qui mène 4-1, qui se fait reprendre 4-4 contre Villarreal avec un quadruplé de Sorloth. C'est lunaire. tu te dis pas que voilà, bah après il a fait beaucoup de tournées, c'est normal, hein, il prépare la finale de la Ligue des Champions. Ils ont encore une journée à jouer, un petit peu comme en Italie. Les deux d'ailleurs championnats, les deux seuls championnats qui vont jouer le week-end prochain, c'est l'Italie et l'Espagne. Pour la 38e journée. Les Italiens jouent tous dimanche à 18h et les Espagnols, je ne sais pas s'ils font un espèce de... Alors on va regarder. Est-ce que la Liga... Non, la Liga pas du tout. Ils font pas du tout de multiplex. Ils jouent et le samedi et le dimanche, donc la moitié. Et le Real reçoit le Betis Séville à 21h le samedi. Donc voilà, ce sera les deux dernières journées, il n'y a plus grand chose à jouer, voire même plus rien à jouer, alors sauf pour les descentes, mais pour l'Europe, etc., tout est plié en Italie, quasi, et tout est plié en Espagne. Alors pour l'Italie, potentiellement, il peut y avoir pour l'Europe, est-ce que pour l'Europe il y a des gens qui ont encore des choses à jouer? Bon, il y a Udinese et Empoli qui vont se battre pour la relégation, hein, parce qu'ils sont à Empoli est à 33 points, Udinese à 34. Voilà, en théorie ça devrait le faire pour Empoli, pour Udinese ou Empoli, un des deux. Naples qui termine 10e du championnat, c'est assez chaud là. Pour l'instant ils sont 10e, c'est fou. Leur dernière série, c'est sur 5 matchs, 3 nuls, 2 défaites. Horrible. C'est un truc de fou, c'est un truc de relégable, quoi. Le pire, c'est la Juve, hein, qui sont sur 5 matchs nuls d'affilée. Donc eux, ils font clairement du surplace. Et ils vont se battre pour la 3e place avec Bologne, quoi. Mais bon, ils sont sûrs d'être qualifiés en Ligue Europa. Il va y avoir, en Champions, il va y avoir en revanche une belle bataille entre l'Atalanta Bergame et l'AS Rome. Voilà, parce que Rome peut-être gagner, mais bon, ils ont un goal average défavorable aussi. Donc Rome, il faudrait vraiment qu'il fasse un miracle pour réussir à accrocher la Ligue des Champions. Il faudrait que l'Atalanta perde et qu'il marque beaucoup de buts, parce qu'il y a 8 buts d'écart pour l'instant. Donc voilà. En plus, c'est le goal average particulier en Italie, ce qui fait que ça va être intéressant. Enfin, je connais plus, je me souviens plus des scores entre l'AS Roma et l'Atalanta Bergame. 6 à égalité, après c'est le goal average général. Donc voilà. Et la Lazio et l'AS Roma, donc probablement, potentiellement, seront en Europa League avec la Fiorentina. Peut-être le Torino, ça dépend de la victoire ou non de la Fiorentina en Conference League. Donc en fait, on peut aller jusqu'à la 9e place en Italie pour avoir des Européens, parce que 5 places en Champions et des clubs, 2 clubs en finale de Coupe d'Europe, donc l'Atalanta et la Fiorentina. On va voir, mais alors la Fiorentina rencontre l'Olympiakos qui est injouable. Ils sont mais incroyables. Je ne sais pas si vous avez vu des matchs de leur part, mais ils sont incroyables. On va faire un petit tour dans les commentaires. Petit hors-sujet marrant, mais aucun buteur français n'a marqué à Reims, et Lorient aura dû attendre la 34e journée pour être le dernier club des 5 gros championnats à avoir un penalty. Ah ouais, carrément, effectivement. C'est très bizarre, hein. On s'en fout, Allegri est parti, on est heureux, vive le craquage de Allegri. Ah ouais, il a craqué complet. Là, il a craqué complet. Alors, il était souvent à la limite, mais vraiment, il a craqué. Il a craqué complet. Et bon, bah voilà. En fait, il a donné une opportunité en or à la Juve de pouvoir le licencier pour limite faute grave. Donc, et de ne pas avoir à lui payer l'intégralité de cette dernière année de contrat. Donc, en fait, il s'est tiré vraiment une grosse balle dans le pied. Bon, après, Allegri, je pense qu'il a un petit matelas, parce que là, ça fait quand même longtemps qu'il prend des super maxi salaires, hein. Donc voilà. J'espère quand même que tout va bien pour lui.
Ils ont gagné chez les jeunes aussi, Olympiakos, absolument. Et cette équipe-là, que j'ai vu jouer qu'en Coupe d'Europe, hein, je vais pas vous dire, je vais pas vous inventer le championnat grec, hein, j'ai pas suivi, mais franchement, très très impressionnant, et en particulier leur attaquant tunisien, je crois. Qui est ouf. D'ailleurs, je crois en demi-finale, il marque un quadruplé ou un triplé. Enfin bref, c'est impressionnant. Vraiment un super jeu. Ça joue super bien. Donc la Fio, je mettrai pas une piécette dessus. Mais bon, après, je leur souhaite vraiment, mais ça va être complexe. Donc voilà, ça va être complexe aussi pour l'Atalanta avec cette équipe injouable. Très possible encore que l'Italie, cette année encore, alors qu'ils ont plein d'équipes en finale de Coupe d'Europe, réussissent à en gagner 0 sur 2. L'année dernière, c'était 0 sur 3. Il y a eu avant, il y a eu avant quand même la Roma qui avait gagné la Conference League. Mais une ou deux années auparavant, l'Inter avait aussi perdu en finale. Hein, on s'en souvient avec... le but de la tête de Lukaku contre son camp. Bref, donc Ayoub El Kaabi, voilà, absolument. Tout à fait, t'as raison. L'attaquant de l'Olympiakos. Très, 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 très fort, lui. Hein. Oula, je crois que c'est un quadruplé qui marque, il me semble, en demi-finale. Ouais, non, et puis ça joue super bien. Donc ça va être complexe, la finale de Conference League pour la FIO. Sinon, ça s'est terminé partout, en France, en Allemagne, en Angleterre, ça c'est fini. Il reste plus que l'Espagne et l'Italie, et plus grand chose à jouer. Voilà, donc on est focus à 200% sur la finale d'Europa League qui va jouer mercredi. Ça va être un super match, Atalanta-Bayer Leverkusen, franchement. Vraiment cool. Et puis avec Scamacca, hein, parce qu'on a vu que en finale de Coupe d'Italie, il avait énormément manqué donc à l'Atalanta contre la Juve. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais il y a eu des centres dans tous les sens pour personne qui était dans la surface. Et ils ont centré pendant 90 minutes pour rien. Je n'ai pas bien compris le concept de l'Atalanta sur ce match-là, mais après c'est l'Atalanta, ils peuvent péter des plombs comme ça, donc et faire un jeu absolument, bizarre, stupide. Des fois ils s'entêtent Gasperini. Alors, je pense que c'est lui qui leur a dit, parce que pour que, encore en première mi-temps, ils peuvent faire ça et puis voir que ça marche pas parce qu'ils n'ont pas Scamacca dans la surface. Mais non, deuxième mi-temps, ils continuent. Donc je suppose quand même que c'est lui qui leur a dit. Donc ouais, non, bizarre. Très bizarre. D'ailleurs, la finale contre la Fio risque d'être chaude car elle se joue dans le stade de l'AEK Athènes. Oui, effectivement, ça peut ne pas avoir lieu, tout simplement. Ou alors s'arrêter au milieu du match, ou ils éteignent la lumière. Enfin bref, tout est possible. Hein. Là, ça va être la fête. T'as tout à fait raison. On verra bien mercredi. Hein. Mercredi soir, on va être devant notre télé et peut-être qu'on verra juste des fumigènes et plus de lumière sur le stade. On verra bien. Enfin voilà. Donc oui, voilà, une très bonne fin de saison qui se présente. Hein. Là, on va dire, il reste plus beaucoup de gros matchs. Mercredi, la finale d'Europa League. Samedi, la finale de Coupe de FA Cup, pardon. Et le samedi suivant, la finale de Ligue des Champions, avant de basculer pleinement, complètement, indéfiniment, absolument définitivement, vers l'Euro. L'Euro qui commence le 14 juin, qui se joue du 14 juin au 14 juillet, si je ne m'abuse. Donc voilà, donc vraiment, là, ça va être vraiment du lourd. On va pouvoir faire vraiment des émissions spéciales sur l'Euro. Probablement que... Tu l'as pas mis dans ton programme, mais la liste des Bleus, un avis, je trouve le milieu très faible, si Grisou se blesse, c'est la cata. Et l'attaque pas ouf. Ah oui, non. Alors, très clairement, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, il n'y a pas un joueur français cette année qui m'a enthousiasmé. Je me suis pas dit, ah oui, là, alors, à part peut-être Olysée, c'est dommage qu'il soit pas pris, parce que c'est peut-être le seul joueur français où je me suis dit, ah, et là, quand même, il est super chaud. Tous les autres, ok, Barcola, d'accord. Barcola m'a surpris, mais des fois il m'a surpris tellement négativement aussi, voilà. Donc c'est pas, voilà. Que le fait que Zahir Emery soit pris, je comprends pas.
Honnêtement, je comprends pas non plus que Kolo Touré soit pris, N'Golo Kanté soit pris. Pas Kolo Touré, le pauvre, il était pas français, donc ça aurait été compliqué. Même en défense, hein, ou Upamecano Konaté, tu te dis mais pourquoi en fait il y en a un il joue plus, l'autre il est blessé tout le temps, donc je sais pas, enfin fais autre chose quoi. Ouais non, il y a pas de joueur qui a réussi sa saison cette année. J'ai pas beaucoup d'espoir pour cette équipe de France et la liste m'a pas non plus transcendé, on en est très très loin. En même temps, il y a des gens qui disent ah ouais mais on aurait pu prendre Lacazette, enfin c'est pareil, s'il est sur la liste, le mec est au bout du rouleau, c'est bien, il joue la relégation en Ligue 1, super, mais il a rien à faire à l'Euro. Enfin, je veux dire, c'est pas, tu vois, c'est pas possible quoi. Donc oui, en Ligue 1, il est performant, ouais, super, dans une équipe qui joue pour lui. Mais quand tu arrives en équipe de France, il n'y a personne qui joue pour toi, et voilà quoi. Donc non, milieu de terrain pas terrible, pas ouf, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, ça va être très chiant, je pense, et un Mbappé hors de forme, des Dembélé qui sont c'est même plus courant alternatif, c'est courant de temps en temps, je m'allume. Bref, donc non, franchement, ça va être compliqué. Je vois gros comme une maison l'Allemagne, mais vraiment gros comme une maison, Allemagne-Angleterre, quoi. Voilà, pour moi. Et Portugal, peut-être en outsider un peu caché. Voilà, le reste, je pense qu'il n'y a personne qui est au niveau de ces trois équipes-là. L'équipe de France a le potentiel intrinsèque, mais je les sens tellement tous hors de forme et pas dans leur assiette cette année, que j'ai bien l'impression que ça va pas le faire. Même Maignan a fait une mauvaise saison, Théo Hernandez, pas terrible. En défense centrale, tu vois, t'as que des gars qui n'ont pas de référence. Pavard, il joue dans une défense à 3 maintenant, il joue plus du tout dans une défense à 4. En latéral droit, tu vas l'avoir lui, alors que ça fait un an qu'il joue plus comme ça. Enfin bref, franchement, ça va être complexe. Ça va être très compliqué, je trouve. Mais bon, écoute, on verra. On verra bien. D'ailleurs, on va peut-être faire une petite trêve entre la fin de la finale de Ligue des Champions et le début de l'Euro. Je pense que il y a une émission où que je vais pas faire, je pense, puisqu'on n'aura pas grand-chose à dire. Je reprendrai avec le début de l'Euro et puis je terminerai avec la finale de Ligue des Champions, donc le lundi 3, je pense. Puis je reprendrai le 14 juin, je pense. Donc voilà, pour qu'on ait des choses à raconter un petit peu. Et puis voilà. La semaine prochaine, en tous les cas, on aura et une finale d'Europa League et une finale de FA Cup à débriefer. Donc ce sera plutôt cool. Voir si la saison de Manchester United est sauvée ou si Manchester City fait un doublé vraiment historique, parce que c'est quand même beau de gagner 3 championnats d'affilée et de faire des doublés. Donc voilà, vraiment, ça pourrait être pas mal. Et puis après, on fera 100% finale de Ligue des Champions. Donc voilà, il y aura que ça à commenter de toute façon. Donc tous les championnats seront terminés, etc. Il n'y aura plus que la finale de Champions League à commenter la semaine suivante. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Nous sommes au crépuscule de la saison, mais pas totalement. Donc voilà, grâce à l'Euro. Donc ça va être cool. Donc non mais t'inquiète, après on va prendre quelques petites vacances, mais après on va commencer à se projeter sur les intersaisons. On va faire des spéciales clubs pour voir quelles sont les stratégies des clubs et tout. On va se demander quel recrutement pourrait être intéressant. Les premiers matchs amicaux avec les nouveaux coachs et tout. Il y a les nouveaux coachs, la valse des coachs. Là, cette année, vraiment, c'est la valse des coachs. Vraiment, vraiment. Avec Jürgen Klopp qui s'en va, Tuchel qui s'en va. Donc, il y a des gros clubs qui n'ont pas de coach. Plus la Juve aussi qui a pas de coach, Milan qui a plus de coach. Il y a énormément de clubs, de très gros clubs européens qui n'ont pas de coach. Donc ça va être Marseille aussi. Donc ça va être vraiment cool. Franchement, ça va être top. En tous les cas pour le foot. Et comme tu dis au JCRM, tu rigoles. Roland Garros, Euro, Tour de France, JO, on va pas s'ennuyer. C'est vrai. Bon, moi je vais pas commenter les JO, ni le Tour de France, ni Roland Garros. Mais je vais faire l'Euro et je vais faire l'intersaison footballistique. Donc voilà, promis, j'aurai. Mais on pourra toujours en parler, vous savez.
Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup, et vivement la semaine prochaine, qu'on se retrouve et qu'on débriefe ces 2 très grosses finales. Et puis bah, en attendant, merci beaucoup, merci pour votre soutien, merci pour votre suivi. Merci à toi, OJCRM, d'être toujours là dans les commentaires et en live. Et puis, merci à tous ceux qui écoutent Buonasera Calcio en podcast, qui le regardent en différé sur YouTube. C'est super cool. Voilà, merci bien. Et puis bah, on se voit la semaine prochaine. Même jour, même heure, même endroit. Et n'oubliez pas, en attendant, ciao les gars, ciao, ciao.